Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Annie Loisel. Et Annie, on va continuer de parler de concerto pour Petite Noyée. Et tantôt, on parlait justement des conséquences sur la famille. Pervenche, qui est la deuxième enfant, qui, elle, a vraiment pas une mère. Et plus tard, quand elle revient à Montréal, elle tente d'avoir un nouveau contact avec sa mère et ce sera pas facile, là. Non, ben c'est ça. C'est sûr que Pervenche... Elle vit avec cette difficulté-là d'avoir toujours en tête sa petite sœur morte. Bien sûr que là, la petite sœur, elle est morte quand elle avait 3 ans. Pervenche, elle est née après. Elle l'a jamais connue. Elle n'a pas de souvenir de cet enfant-là. Mais elle sait très bien que sa mère ne l'aime pas à cause de ça. Et puis, c'est très difficile pour elle. Puis, veut pas, dans tout ce qu'elle fait, elle cherche à attirer l'attention de sa mère, à attirer l'amour de sa mère. Et on a aussi Valentine, qui est une grande concertiste, une grande pianiste. Oui, une grande pianiste qui est connue partout, que tout le monde adore, que tout le monde adule, et qui est une femme qui s'épanouit énormément dans sa musique, mais qui s'épanouit pas ailleurs dans sa vie. Et on suit aussi sa vie amoureuse qui est pas facile. Oui, c'est ça. Donc, Valentine vit en couple avec Grégoire. Lui, il l'aime et elle l'aime, mais c'est un amour très froid. C'est un amour... c'est pas un amour passionnée. Valentine est une femme qui est un peu froide, qui est pas capable de se laisser aller, qui est pas capable d'envisager tous les plaisirs de la vie en dehors de sa discipline de pianiste. Donc, c'est une vie amoureuse qui est pas resplendissante. Et on a accès à plusieurs couples dans l'ouvrage et on parle à plusieurs moments de l'adultère. Oui, oui, c'est vrai. Je l'aborde souvent. Je trouve que c'est quand même un thème important dans notre société actuelle. Ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Oui, je m'intéresse à plusieurs romans. Je fais beaucoup de lectures, puis je lis souvent les romans français. L'adultère est beaucoup plus accepté en Europe, en tout cas en France, qu'au Québec, ça c'est certain. N'empêche, je me demande jusqu'à quel point c'est une acceptation très franche quand on lit par exemple Françoise Sagan, quand on lit Simone de Beauvoir, il n'y a aucun problème avec ça, tout va bien. Oui, ça crée des frictions, des jalousies, mais il en demeure pas moins que c'est très mal vu pour une femme de se révolter parce que son mari la trompe. Ici au Québec, c'est pas la même chose. Il en demeure pas moins que ça se passe. Mais on n'en parle jamais. C'est comme si c'était un sujet tabou. Oui, comme vraiment. Si, hey, non, c'est épouvantable, c'est tabou. Puis je fais quand même partie des personnes qui paniqueraient là, si survenait un truc comme ça. Je l'avoue, là, je serais jalouse, je pleurerais, je suis pas comme mes personnages de romans, là, pas du tout. Donc, mais je trouve ça fascinant, les gens qui sont capables d'accepter ce fait-là qui existe, que oui, des fois, il y a ce besoin d'aller voir ailleurs et ça existe, puis il y a des gens qui vivent très bien avec ça. Je sais pas, je cherche mes mots, est-ce que j'admire ça? Peut-être pas, j'irais peut-être pas jusque-là, mais il en demeure pas moins que ça existe, puis j'aime bien dans mes livres le dire. Et on a les deux côtés parce qu'on a dans le cas, dans l'ouvrage, d'une femme qui sait que son mari la trompe et elle fait comme si elle ne le savait pas, et l'autre qui ne le sait pas, puis finalement va le découvrir, là. Oui, oui, et puis souvent, je trouve que ça arrive, ça, il y a des choses qu'on sait, puis qu'on ne veut pas voir, puis qu'on décide de ne pas voir. Et c'est un choix à un moment donné. Puis certainement que quand on fait ce choix-là, c'est parce que la relation nous apporte d'une certaine manière ailleurs. Moi, je veux qu'on parle de la structure narrative de tes romans parce que c'est toujours bien ficelé, des petites histoires ici et là qui s'entremêlent. Oui. Comment tu travailles justement pour avoir une structure narrative comme ça? Ben,
Ce qui est étonnant, c'est que je pars pas avec un plan Ah très non? précis. Non. Quand j'ai commencé ce roman-là, ben c'est dit dès le début, c'est dit d'ailleurs sur la 4e de couverture, l'homme de la vie de Valentine va mourir. On sait très bien dès le début qu'il va mourir. Et puis, je suis partie de là, et ensuite, est venu tout le reste. C'est comme si les personnages s'étaient mis à vivre et au gré de leurs impulsions, ben on en vient à connaître comment Greg est mort finalement. J'aime aussi qu'il y ait des espèces de petites coïncidences puis des destins qui s'entrecroisent puis j'aime ça beaucoup. Je sais pas, c'est comme ça. Puis ça peut te prendre combien de temps écrire un roman? Parce que tu dis que tu n'utilises pas de plan, alors tu te laisses aller au gré de l'inspiration qui vient? Oui, tout à fait. Ben là, je dois dire que... combien de temps? Ben, je dirais que j'écris quand même assez vite. Ah oui? Oui. C'est pas difficile pour moi, l'écriture. C'est pas un moment douloureux, torturé, tourmenté. Je pense que j'ai une vie tellement remplie avec les enfants, le travail, tout ça. Les moments d'écriture, c'est un moment qui est juste à moi. Une vie avec 5 enfants, on est 7 dans la maison, il y a les amis, il y a tout le temps plein de monde chez nous, tout le temps. Donc, j'en ai pas des moments où je suis toute seule. Et quand je me lève le matin, que tout le monde dort, que c'est super silencieux dans la maison, c'est mon moment juste à moi. Puis c'est un grand plaisir d'écrire comme ça, puis de créer, puis de construire, puis d'effacer des pages complètes, d'y réfléchir, puis de me lever en plein milieu de la nuit parce qu'il faut que j'arrange quelque chose parce que ça me tracasse. Ah, ça arrive? Ça arrive fréquemment. Oui, puis là, je souffle pas tant que c'est pas, que le passage est pas effacé ou corrigé ou remanié. Donc, c'est les petits moments à moi, là, puis... Donc, c'est ça, c'est pas quelque chose de douloureux. Je dirais que l'année dernière, j'ai eu beaucoup à faire parce que je terminais ma maîtrise en enseignement et j'ai moins écrit. Je me suis plus concentrée sur la fin de la maîtrise. Puis, ben là, je me remets peu à peu à l'écriture, mais je dirais quelques mois là, pour écrire un roman, à peu près. Et moi, j'ai lu une citation de toi que tu as dit il y a plusieurs années et j'aimerais ça savoir si tu es encore d'accord avec ça. Alors, tu disais, à 12 ans, je pensais que c'était facile d'écrire, que c'était passé d'une histoire à l'autre sans vraiment prendre le temps de tout bien terminer. Je voulais devenir romancière, célèbre, être lue par des millions de gens. Avec l'âge et les expériences troubles, j'ai révisé ma position. Écrire est une expérience douloureuse qui transforme ce que nous sommes en belles histoires que les gens liront. Ah oui, j'ai dit ça quand? Je pense que c'est lors de la publication du premier roman. Ouais, sans doute, parce que je pense que peu à peu, justement, c'est pas quelque chose, c'est pas difficile. C'est difficile, là. Je veux pas non plus comme faciliter, on écrit puis ça finit là puis on l'envoie puis c'est réglé. C'est pas ça non plus. Mais je pense qu'avec la maîtrise que je viens de terminer, c'était immense pour moi parce que c'était beaucoup de travail intellectuel. Je travaillais à temps plein en même temps. J'avais les 5 enfants à la maison. C'était énorme. Et justement, j'ai tellement mis d'efforts sur cette maîtrise-là que le reste devient un peu plus facile, beaucoup plus plaisant, assurément. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où quand on corrige, quand on révise, quand on se tracasse pour nos personnages, oui, c'est dur ces moments-là parce que, en plus, on est un peu seul au monde. Parce que les gens autour de nous, ils comprennent pas. Puis ils peuvent pas, ils nous regardent, puis à quoi tu penses? Ben, je pense à un personnage de roman qui, là, les gens nous regardent et ils disent, ben voyons donc, là, ça te tente pas de te faire de te concentrer sur les vrais problèmes de la vie, c'est un peu ça, là. Donc, on est un peu seul au monde dans notre tête avec tout ça, puis un petit peu incompris, je dirais. Les gens aussi ont tendance, mon mari, en tout cas, il a tendance à lire mes livres puis à me dire, « Hey, tu penses vraiment ça? Tu crois vraiment ça? » Puis là, non, c'est juste un personnage là qui réfléchit. Mais oui, je révise ma position. C'est beaucoup plus plaisant que ça l'était écrire. Ouais. Et le lien avec l'éditrice, c'est important? Tout à fait. Oui, il faut cette espèce de confiance absolue.
au départ, mon premier roman, quand je l'ai envoyé, puis que j'ai reçu toutes les notes et les commentaires d'édition, là, ça fait comme un coup au cœur. Puis là, on se dit, ah, c'est mauvais ce que j'ai écrit. La vérité, c'est que c'est très, très important d'avoir un œil extérieur, un œil professionnel. Je montre jamais ce que j'écris à personne. Ah non? Non, vraiment à personne, sauf à Marie-Ève, qui est mon éditrice, Romy, qui était ma première éditrice, qui a quitté Librex, et puis maintenant qui a été remplacée par Marie-Ève, qui est avec moi depuis, je dirais, 4 romans, je sais plus. Mais c'est très important parce que c'est un point de vue. C'est un point de vue très objectif sur une œuvre, mais c'est un point de vue très professionnel aussi. Donc, mon éditrice, elle connaît la littérature, elle en a lu beaucoup, elle me connaît aussi, elle connaît le milieu, elle connaît le public. C'est important d'avoir ça parce qu'évidemment, je pourrais très bien dire non, moi je laisse mon roman comme il est, je veux pas y toucher, tout ça. D'un autre côté, mon but, c'est quand même d'être lu. Et si je veux être lu, il faut écouter aussi les autres. C'est pas vrai là qu'une œuvre, ça reste quelque chose de simplement personnel. Et puis, je suis pas très jalouse de mes écrits. Ah non? Non. J'aime bien avoir les avis des autres, même quand je lis les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Même si les critiques négatives font mal, il en demeure pas moins qu'il y a toujours un petit quelque chose de vrai où on se questionne après, où on se dit, OK, ben, dans le fond, la personne me dit d'améliorer ça. Elle me dit pas que c'est horrible ce que j'ai fait. Elle me dit, fais attention la prochaine fois, tout simplement. Puis, je pense qu'il faut prendre ça en considération. Et dans chacun de tes romans, on arrive vraiment à ressentir, t'arrives vraiment à bien décrire à quel point ce que le personnage vit, on le ressent vraiment. Oui, ben je pense que j'aime bien, en tout cas jusqu'à présent, je suis allée beaucoup dans l'émotion, dans la vie intérieure des personnages, dans la description. Peut-être que dans Concerto pour Petite Noyée, il commence à avoir ce mélange entre l'émotion et l'action. Il y a plus de choses il y a plus de choses qui bougent, je pense, dans ce roman-là que dans les autres, qui étaient très, très, très intérieurs. Celui-là s'ouvre un peu à l'action, puis ben, on verra où ça mènera pour les prochains romans. Alors, rappelle le titre de ton dernier roman, Concerto pour Petite Noyée. Dans les prochains instants, on parle de tes 2 coups de cœur littéraires.